Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur Télé Sud pour votre journal local. Dans les titres de ce vendredi 11 janvier, la marche blanche pour Charlotte à Montpellier. Un millier de personnes a rendu hommage à l'étudiante en pharmacie de 18 ans tuée par une voiture folle peu avant Noël. Les retombées économiques du chantier du contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier. Une enveloppe de 300 millions d'euros devrait être réservée aux sous-traitants gardois. Et puis en fin de journal, je vous emmène à Viol-le-Fort où Gilbert et son fidèle compagnon Prince traquent la truffe depuis plus de 10 ans. Un millier de personnes a donc rendu hommage à Charlotte Landais cet après-midi à Montpellier. La jeune fille de 18 ans est morte, percutée par une voiture avenue Domitienne le 22 décembre dernier. Elle rentrait de discothèque avec le bus Amigo peu avant 6 h du matin lorsqu'elle a été heurtée par un automobiliste. Il roulait à très vive allure quand il a heurté l'étudiante en pharmacie. Le cortège est parti de la fac pour rejoindre le tribunal de grande instance. En tête, la famille de Charlotte, suivie de ses proches et de ses amis, étudiants comme elle en pharmacie. Il y a beaucoup d'étudiants, mais pas seulement. Il y a des médecines, des droits, des santé. Et à peu près tous les étudiants de Montpellier se sont sentis touchés parce que c'était une étudiante comme les autres et on sort tous et ça aurait tous pu nous arriver. Donc qu'on la connaisse ou pas, on est touchés, quoi. C'est normal. À Béziers, un détenu est mort dans sa cellule à la maison d'arrêt. Le jeune homme de 20 ans serait décédé dans la nuit. C'est son codétenu qui a donné l'alerte ce matin. Il pourrait s'agir d'un suicide médicamenteux. Une autopsie a été demandée par le procureur de la République de Béziers. Le contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier en chantier, des travaux menés par Ocvia. La société de projet s'est engagée à faire travailler les entreprises locales à hauteur de près de 20% du budget alloué à la construction de la ligne. Pour profiter au mieux de ces 300 millions d'euros, la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes sensibilise les patrons des petites et moyennes entreprises ainsi que les maires des communes concernées. Reportage à Générac, la commune gardoise va accueillir la base du chantier. Olivier Michel. C'est là à Générac, sur 80 hectares, que va s'implanter la base de vie du chantier du contournement ferroviaire de Nîmes-Montpellier de la ligne LGV. Sa création va débuter en ce début janvier et sa jauge va se remplir progressivement entre l'été et la fin d'année 2013 pour accueillir au final plus de 300 personnes dans 3000 m² de bureaux. Une manne pour le village, mais aussi des problématiques. Ces personnes-là vont être sédentaires ou pas, de quelle manière on va pouvoir leur offrir de la restauration, leur offrir finalement des nuitées, est-ce qu'elles vont venir avec des familles, est-ce que les familles auront des enfants, est-ce que ces enfants iront à l'école. Donc tout ça c'est une réflexion globale qu'on doit avoir assez rapidement et il faut être quand même vigilant parce qu'en termes budgétaires on ne peut pas faire n'importe quoi, donc il faut se prévenir. Mais je crois que globalement pour l'économie locale, puisque je parle de l'économie locale, ça peut être un plus, une dynamique supplémentaire pour nos commerces et nos entreprises. Mais le village de Générac ne sera pas le seul à bénéficier des retombées économiques de ce chantier. Dans sa convention signée avec RFF, la société Ocvia doit consacrer 20% de son budget pour faire travailler des entreprises locales. Et c'est la CCI de Nîmes qui s'est proposée pour servir d'intermédiaire. Plutôt que de traiter individuellement, chaque municipalité nous adressera les entreprises dédiées qui ont les compétences pour le chantier et nous aurons en charge déjà de faire une préétude pour voir si les compétences et en fonction du cahier des demandes, de les adresser à Ocvia, de les mettre dans le circuit de soumission sur les marchés. Du manutentionnaire à l'électricien en passant par l'entreprise de nettoyage ou les pépiniéristes, les PME et TPE gardoises intéressées sont invités à se faire connaître en mairie. Au total, le budget à se partager est de 300 millions d'euros pour un chantier qui va durer 5 ans. À Montpellier, les parents d'élèves ne désarment pas, quartier Selle-Neuve. Une vingtaine de parents et d'enfants des écoles Marie-Pape Carpentier et Léo Mallet ont adressé leurs vœux à la mairie cet après-midi. Des vœux sous forme de revendication. Face à l'explosion des effectifs, la municipalité compte en effet redistribuer les écoliers sur les 2 établissements. Une proposition rejetée par les parents qui craignent notamment que les fratries soient séparées. Écoutez. On n'a toujours pas de 2e école maternelle pour combler les besoins. Donc on dit non au redécoupage, on dit non aux Algeco et on dit, étant donné que ça fait 10 ans qu'on prévient la mairie sur cette problématique, on dit aujourd'hui vous avez été capable de sortir des écoles de quartiers tout neufs comme Malbosque par exemple, où les écoles sont sorties en même temps que les logements. Aujourd'hui, on veut la même chose à Selle-Neuve. On devrait vraiment faire un nouveau groupe scolaire. La mairie, plutôt que de créer un nouveau groupe scolaire, a décidé de
changer la carte des écoles. Et donc, on se retrouverait que ma fille soit dans une école et mes 2 autres garçons dans une autre école. Et c'est inadmissible de séparer les frères et sœurs. Les parents d'élèves qui envisagent d'autres actions s'ils ne s'estiment pas entendus par la municipalité. Un mot de sport à présent avec le MHSC qui reçoit Lorient demain soir à la Mosson. Les footballeurs montpelliérains privés de leurs internationaux africains, Coupe d'Afrique des Nations oblige. Mais René Girard espère tout de même que cette reprise de championnat constituera un nouveau départ. L'an dernier, on avait bien recommencé la saison par une victoire contre Lyon. Oui, ça reste important. Puis bon, moi j'oublie pas, ça a été notre premier match de championnat où peut-être ça a dicté aussi la suite des événements. On mène 1-0, on perd à la 90e et 92e. Voilà, donc à faire tourner un petit peu, changer, inverser un petit peu pour 2013, le résultat qui avait été un petit peu négatif en 2012. Ouais. MHSC Lorient, c'est donc demain soir à la Mosson, coup d'envoi 20h. La fête de la truffe, c'est ce dimanche à Saint-Geniès-des-Mourgues, dans l'Hérault. L'occasion pour tous de découvrir ce fameux champignon noir et parfumé, un tubercule précieux qui se négocie cette année autour de 130 € les 100 grammes. Pour les dénicher, les trufficulteurs ont leurs fidèles compagnons, comme Prince, qui est chien truffier depuis 13 ans. Rencontre à Viol-le-Fort, Christian Bonnardel et Damien Renard. Viol-le-Fort, le temps d'une pause, mais pas pour tout le monde. Certains travaillent dur, comme Prince, le fidèle compagnon de Gilbert Serrane. Gilbert est trufficulteur et sans son chien, il aurait du mal à trouver des truffes au pied de ses chênes verts. Il les a plantés pour ça. Si Prince est si bon truffier, c'est aussi parce que Gilbert lui a tout appris. Ça se passe merveilleusement bien. En fait, pour que le chien travaille bien, il faut qu'il ait envie de faire le plaisir à son maître, puisque la recherche de la truffe n'est pas innée chez le chien, il faut lui apprendre. Il est plutôt tenté par la chasse, par exemple. Et donc, il cherche les truffes uniquement pour faire plaisir à son maître. Puisque son père était un chien truffier, sa mère aussi. Donc, je l'ai dressé un petit peu. Et puis, avec ses parents, il a appris pratiquement presque tout seul. On lui cache des truffes, tout simplement. On lui fait sentir. Et dès qu'il trouve, on le récompense. Certains trufficulteurs choisissent des chiens de race. Gilbert n'est pas de ceux-là. Son fidèle bâtard est tout sauf un chien menteur. Un chien menteur, c'est un chien qui gratte quand il n'y a pas forcément une truffe. Oui, ça m'est arrivé d'en avoir, oui. Il grattait pour avoir la récompense, mais il n'y avait rien. Non, mais au bout d'un moment, on se méfie et on sait très bien que le chien ment. Le chien a du flair, comme le cochon, que d'autres choisissent. Mais attention, l'animal est plus difficile à dresser et risque de manger les truffes. Gilbert Serrane a éduqué Prince dès l'âge de 2 mois. Ce précieux compagnon a maintenant de l'expérience. Prince, il a 13 ans et demi, donc il a du métier, il commence à être en pré-retraite. Il a bien travaillé avec moi, il a toujours été sérieux avec moi. Et donc je le lui rends comme je peux. Les meilleurs cuisiniers mangent pas les plats qu'ils préparent. Ça, il n'y a plus rien pour les clients. Et la récompense est donc une bonne poignée de croquettes et des caresses à chaque truffe repérée. Marseille, capitale européenne de la culture, une année événement marquée notamment par de multiples spectacles, concerts, animations et expositions, comme ici au J1, l'Expo Méditerranée ou encore ici et ailleurs à voir à la tour Panorama de la friche de la Belle de Mai. La soirée d'ouverture de Marseille-Provence 2013, c'est demain, un moment exceptionnel à suivre en direct sur TV Sud et la chaîne Marseille de 20h30 à minuit. Nîmes, capitale du flamenco, du moins le temps de son festival. La 23e édition se déroule jusqu'au 19 janvier au Théâtre de Nîmes, mais aussi dans d'autres lieux, publics ou privés. Bref, pendant 15 jours, la cité gardoise vit et vibre flamenco, un rayonnement du festival qui touche beaucoup les artistes et élus espagnols, comme a pu le constater Christophe Chez. Au moment où Marseille étrenne son titre de capitale européenne de la culture, Nîmes entre de plein pied dans son festival de flamenco. Après 22 années de travail autant passionné qu'acharné, l'équipe du Théâtre de Nîmes récolte aujourd'hui les fruits du succès et de la reconnaissance. Renforcés par les liens tissés avec les gouvernements autonomes d'Estrémadure et d'Andalousie, les organisateurs du plus grand festival de flamenco en France peuvent aujourd'hui s'enorgueillir de la légitimité des plus hautes autorités espagnoles en la matière. Nîmes se lo merece. Nîmes mérite cette présentation à Séville parce que son festival est riche de 23 années d'histoire et c'est une ville qui s'investit pleinement pour le flamenco, qui nous aime et qui nous estime. C'est un espace unique. Durant ce festival, le flamenco a une capitale et celle-ci s'appelle Nîmes. C'est au cœur du barrio de Santa Cruz, l'un des quartiers les plus populaires de Séville.
véritable berceau de l'art flamenco, qu'a été présentée aux médias régionaux la 23e édition du Festival de Nîmes au sein même de l'Institut andalou de flamenco. Une programmation loin de laisser indifférents politiques et représentants du monde de la culture. C'est une excellente programmation, fort attractive, et il se peut qu'elle marque un avant et un après dans ce festival qui a déjà montré son potentiel jusqu'à maintenant et qui continue d'aller crescendo. Un fait qui se vérifiera certainement ce soir avec la venue à guichet fermé de l'immense star de la danse, Eva Yerbabuena, de retour à Nîmes après 10 années d'absence. Et pour terminer ce journal, je vous propose le résumé de l'actualité internationale du jour. En bref et en images, c'est le monde en 120 secondes, préparé par Rudy Dahan. Une série d'attentats visant la communauté chiite au Pakistan fait 125 morts ce vendredi. Des événements parmi les plus meurtriers de l'histoire du pays. Un massacre qui se produit à quelques mois des élections générales dans un climat de tension, notamment avec l'Inde et les États-Unis. Une nouvelle rencontre entre responsables russes et américains sur la question de la crise syrienne. Sous le regard du médiateur de l'ONU, Lakhdar Brahimi, la séance visait à trouver une solution politique à ce conflit qui dure depuis 21 mois. Pour rappel, l'Observatoire des droits de l'homme a recensé près de 60 000 morts depuis le début des violences. Hillary Clinton a rencontré Hamid Karzai, le président afghan, ce matin pour discuter du départ des troupes américaines du territoire. Côté afghan, on demande une prolongation de la présence US sur le terrain alors que Barack Obama a demandé l'accélération du départ des troupes qui devraient toutes être rentrées aux États-Unis avant fin 2014. Comme chaque soir, depuis le 3 décembre dernier, des manifestants pro-britanniques sont descendus dans les rues de Belfast ce jeudi soir. En cause, la récente décision controversée visant à ne plus hisser l'Union Jack sur le toit de la mairie de Belfast de manière permanente. Depuis plus d'un mois, ce sont des dizaines de blessés et d'interpellations qui ont été à déplorer suite à ces manifestations. Après une journée d'accalmie, les feux de brousse redémarrent en Australie avec des températures sèches dépassant les 40 degrés et accompagnées de vent. Les autorités sont en alerte maximale et redoutent un incendie de taille gigantesque. Des milliers d'habitants ont été évacués par mesure de précaution dans le sud du pays. Le Salon mondial de l'automobile de Bruxelles s'est ouvert aujourd'hui et se tiendra jusqu'au 20 janvier. L'occasion d'admirer les voitures qui arboreront les routes dans les années à venir, mais aussi de découvrir des concept cars et autres voitures de racing souvent cachées aux yeux du grand public. Et vous pourrez suivre toute l'actualité internationale, nationale et régionale ce soir à partir de 10h dans le 22 minuit. 2 heures d'infos en direct et en continu, présentées par Julien Desvages. Quant à nous, on se retrouve dès lundi sur TV Sud pour vos éditions locales de 12h30 et 19h30. Passez un excellent week-end.